Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de podcast à livre ouvert. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers terrifiant de Stephen King avec son roman culte Saw. Attachez vos ceintures, car on va décortiquer l'intrigue de ce chef-d'œuvre de l'horreur, partie par partie. Et en français, s'il vous plaît. Tout à fait. That's it. Un livre qui nous glace le sang tout en nous fascinant. Oui, Avant de plonger dans les détails, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette première partie? l'arrivée du mal à Derry. Ce qui m'a frappé, c'est l'atmosphère pesante de Derry. King dépeint une ville où les tragédies sont monnaie courante, presque banalisées, Oui, comme si le mal était intrinsèquement lié à ce lieu. c'est exact. Derry est bien plus qu'un simple décor. C'est un personnage à part entière imprégné d'une histoire sombre et violente. Cette idée que le mal sommeille sous la surface, tapis dans les égouts, est vraiment troublante. Et c'est là qu'on rencontre le pauvre George Denbo, un petit garçon innocent, victime de ça sous sa forme la plus emblématique. Pennywise le clown. Une scène d'ouverture saisissante qui nous plonge directement dans l'horreur. Mais au-delà de l'aspect visuel, je me suis toujours demandé ce que King cherchait à dire à travers cette rencontre. Entre l'innocence de l'enfance et la cruauté du mal. Je pense que King joue avec nos peurs primaires. Le clown, figure censée être joyeuse et amusante, devient un symbole de terreur. Oui, Cette subversion des codes nous met mal à l'aise et amplifie l'impact de la scène. et n'oublions pas l'importance de l'eau et des égouts qui fonctionnent comme des symboles récurrents du mal tout au long du roman. Ah oui. On sent que ça est ancré dans les profondeurs de la ville, comme une entité invisible qui la ronge de l'intérieur. Absolument. L'eau, source de vie, est ici associée à la mort et à la corruption. Les égouts, lieux sombres et insalubres, représentent l'antre du mal, le point de départ de toutes les horreurs qui vont frapper Derry. On sent aussi une tension palpable entre les adultes et les enfants. Les adultes semblent aveugles, ou du moins indifférents, à la menace qui pèse sur Derry. Ils préfèrent ignorer le mal, le refouler, plutôt que de l'affronter. Oui, c'est un thème récurrent chez King. L'incapacité des adultes à voir le mal, ou le refus de le reconnaître, laisse les enfants seuls face à l'horreur. On le voit bien avec les deux policiers qui discutent d'un meurtre brutal. Ils soupçonnent l'implication de ça, mais choisissent de détourner le regard pour protéger leur carrière. Une attitude qui nous renvoie à notre propre lâcheté, à notre tendance à ignorer ce qui nous dérange, à nous réfugier dans le déni face à l'inconnu. Et c'est dans ce contexte de terreur et d'incompréhension qu'émerge le Club des Ratés, ce groupe d'enfants marginalisés qui vont s'unir pour combattre le mal. On a Bill, le bègue, hanté par la mort de son frère, Beverly, la seule fille du groupe, confrontée à la violence de son père, Ben, l'obèse passionné d'architecture, Richie, le comique à lunettes, Eddie, l'hypocondriaque, Sten, le garçon juif méthodique, et Mike, le garçon noir confronté au racisme. Chacun d'entre eux est différent, rejeté par la société. Mais c'est dans leur différence, dans leur marginalité, qu'ils vont trouver la force de s'unir. Je trouve intéressant que King choisisse de donner la parole à ces personnages marginalisés. C'est comme s'il nous disait que la vraie force, le vrai courage, se trouve souvent chez ceux que l'on rejette, que l'on ignore. C'est une observation pertinente. Le Club des Ratés, c'est avant tout une histoire d'amitié, de solidarité face à l'adversité. Ils vont trouver refuge les uns chez les autres, s'épauler, se soutenir face à l'horreur qui les entoure et aux difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie personnelle. Et ce qui est terrifiant, c'est que ça va exploiter leurs peurs individuelles, leurs faiblesses, pour mieux les tourmenter. On voit Eddie confronté à un lépreux effrayant. Beverly face à une manifestation terrifiante de ça dans sa propre salle de bain. Oui, ça se nourrit de nos peurs les plus profondes. Il prend la forme de nos cauchemars, de nos traumatismes, pour nous paralyser et nous détruire. On sent que King a une connaissance intime de la psychologie humaine, de nos mécanismes de défense. Et il utilise cette connaissance pour créer des scènes d'horreur vraiment percutantes. On a vraiment l'impression que le mal est partout, qu'il peut se manifester à tout moment, sous n'importe quelle forme. Oui. Cette omniprésence de la menace crée une tension constante, un sentiment d'angoisse qui nous hante tout au long de la lecture. Et pourtant, malgré l'horreur qui les entoure, les membres du Club des Ratés n'hésitent pas à se faire des blagues, à se taquiner, à s'amuser. L'humour est un élément essentiel de l'univers de King. Et il permet de contrebalancer l'intensité dramatique du récit. C'est vrai, l'humour est un exutoire, une façon de dédramatiser la situation, de se donner du courage. Mais on sent aussi que cet humour est teinté de mélancolie, comme si les personnages essayaient de s'accrocher à leur innocence, à leur enfance, face à l'horreur qui les menace. Oui, il y a une fragilité, une vulnérabilité dans leur humour. Oui. C'est comme un bouclier fragile contre l'obscurité. Et c'est avec cette alliance d'amitié, de courage et d'humour que le Club des Ratés va se préparer à affronter ça durant l'été 1958. Mais avant de nous plonger dans ce combat final, j'aimerais revenir sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure. Le statut de losé des membres du club.
Ce n'est pas juste une étiquette, c'est le reflet des préjugés de la société de l'époque. Vous avez raison. Le club des ratés, c'est la métaphore de tous ceux qui sont rejetés, marginalisés pour leurs différences. On voit bien comment King dénonce le racisme, la violence, l'intolérance à travers les épreuves que traversent les personnages. C'est une lecture très pertinente. Et elle nous permet de comprendre pourquoi ça cible ces enfants en particulier. Ils représentent tout ce que la société rejette, tout ce qu'elle craint. Exactement. Ça se nourrit des peurs et des préjugés de la société. Ils prospèrent dans l'ombre, dans les silences, dans les non-dits. Et c'est en s'attaquant aux plus faibles, aux plus vulnérables, que ça révèle la véritable nature de Derry, une ville rongée par la peur et l'indifférence. C'est une analyse très juste. La première partie du roman nous montre comment le mal s'insinue dans les failles de la société, comment il exploite nos peurs et nos divisions pour mieux nous contrôler. Et après cette première confrontation terrifiante avec ça, le roman nous propulse 27 ans plus tard. Que pensez-vous de ce saut dans le temps? Et surtout du retour du cauchemar pour le club des ratés, désormais adulte. Ce qui me fascine, c'est comment King explore la persistance des traumatismes d'enfance à l'âge adulte. Les membres du club ont tous réussi à construire une vie, une carrière. Mais ils restent profondément marqués par les événements de l'été 58. Tout à fait. Le passé ne s'efface jamais vraiment, il ressurgit, souvent quand on s'y attend le moins. Et pour les membres du club des ratés, ce retour à Derry est une véritable épreuve. Non seulement ils doivent affronter de nouveaux ça, mais ils doivent aussi faire face à leurs propres démons intérieurs, à ces souvenirs refoulés qui ressurgissent avec une force décuplée. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart d'entre eux ont oublié les événements de leur enfance. C'est comme si leur psychisme avait mis en place un mécanisme de défense. Pour les protéger de l'horreur qu'ils ont vécue. Oui, l'oubli est une forme de protection. Mais ce qui est troublant, c'est que ça exploite cette amnésie pour mieux les piéger. Il se manifeste à travers des visions, des cauchemars, des échos du passé, pour les manipuler, les déstabiliser. On voit bien cette difficulté à se souvenir avec Stan Uris. Il est tellement terrifié par le retour de ça, qu'il préfère se suicider plutôt que de revivre l'horreur de son enfance. Un choix tragique qui montre à quel point la peur peut être paralysante. Absolument. Stan est incapable de faire face à ses démons. Il est prisonnier de son passé. Son suicide est un acte désespéré, un cri de douleur face à l'immensité du mal qui le hante. Et les autres, même s'ils sont effrayés, vont trouver le courage de revenir à Derry. Chacun d'entre eux est confronté à des visions terrifiantes, à des manifestations de ça qui exploitent leur faiblesse, leur traumatisme. Exactement. On voit Bill hanté par le souvenir de son frère Georgie, Beverly confronté à la violence de son père, face à ses anciennes terreurs. C'est comme si ça jouait avec eux, s'amusait à les torturer psychologiquement, avant de les attaquer physiquement. Cette deuxième partie est vraiment éprouvante pour les personnages, et aussi pour le lecteur. On est plongé dans leurs cauchemars. On ressent leur angoisse, leur désespoir. Oui, King nous met à l'épreuve. Il nous force à affronter nos propres peurs, nos propres démons intérieurs. Mais en même temps, il nous montre la force de l'amitié, la puissance du lien qui unit les membres du club des ratés. Malgré les années, malgré la distance, leur amitié est intacte. Ils vont se soutenir mutuellement, s'aider à surmonter leurs peurs. Et c'est ensemble qu'ils vont affronter ça dans une ultime bataille. Ce qui est admirable, c'est qu'ils ne se laissent pas abattre par la peur. Ils puisent leur force dans leur passé commun, dans les épreuves qu'ils ont traversées ensemble. Et c'est cette solidarité, cette fraternité qui va leur permettre de tenir tête à ça. Et cette fois-ci, la bataille est encore plus terrifiante, plus intense. Ça est plus puissant que jamais. Et il est prêt à tout pour le détruire. La tension est à son comble. On est happé par le récit. On tremble pour les personnages. King nous offre un véritable feu d'artifice d'horreur, avec des scènes gore, des créatures monstrueuses, des moments de pure terreur. Mais au-delà du spectacle horrifique, ce qui nous touche, c'est le courage des personnages, leur détermination à vaincre le mal. Ils sont prêts à se sacrifier pour sauver leurs amis, pour protéger Derry. C'est une véritable ode à l'amitié, à la solidarité. King nous montre que l'union fait la force, que même face à l'adversité la plus terrible, l'espoir et l'amour peuvent triompher. Après une bataille finale éprouvante, le club des ratés parvient à vaincre ça. Mais cette victoire est-elle définitive? Ou est-ce que ça peut ressurgir à tout moment? La fin du roman nous laisse planer le doute, et c'est ce qui la rend si troublante. C'est la marque de fabrique de King. Il ne nous donne pas toutes les réponses. Il nous laisse avec nos questions, nos incertitudes. Et c'est ce qui rend ces romans si fascinants. On est obligé de réfléchir, de s'interroger sur la nature du mal, sur sa persistance, sur notre propre capacité à lui résister. J'ai trouvé intéressant que King ne nous donne pas une explication rationnelle de l'origine de ça. On sait qu'il est un être ancien, une entité cosmique, mais ses motivations restent floues. Est-ce simplement un monstre assoiffé de sang, ou y a-t-il quelque chose de plus profond, de plus symbolique, Zawa? Desma. En ça,
Je pense que ça représente le mal absolu, l'incarnation de nos peurs les plus profondes. Il est la manifestation de tout ce qui est sombre, violent, destructeur, en nous et dans le monde qui nous entoure. Ce qui est frappant, c'est que ça exploite les failles de la société, les tensions qui existent entre les individus, pour semer la discorde et la peur. On le voit bien avec les préjugés raciaux, la violence conjugale, la corruption qui gangrène des rues. Oui, ça se nourrit de nos divisions, de nos haines. Il prospère dans les endroits où règne l'injustice, l'intolérance, la peur. Et c'est là que l'union fait la force. Le club des ratés, malgré ses différences, va réussir à s'unir pour combattre le mal. Oui. Ils vont puiser leur force dans leur amitié, dans leur solidarité, pour surmonter leur peur et vaincre ça. C'est une belle leçon de courage et d'espoir. King nous montre que l'amour, l'amitié, la compassion sont des armes puissantes contre le mal. Ce sont les valeurs qui nous permettent de résister à la barbarie, à la haine, à la destruction. Et n'oublions pas la puissance de l'imagination. C'est en utilisant leur imagination, en puisant dans leurs souvenirs d'enfance, que les membres du club des ratés vont réussir à affaiblir ça. Oui, l'imagination est une force créatrice. Elle nous permet de donner forme à nos peurs, de les exorciser. Et c'est en affrontant nos peurs, en les nommant, que nous pouvons les surmonter. Après avoir exploré en profondeur l'intrigue de ça, quels sont les thèmes clés que vous retiendriez de ce roman? Pour moi, il y a la puissance de l'amitié, bien sûr, mais aussi la persistance des traumatismes d'enfance, la lutte éternelle entre le bien et le mal, et l'importance de ne pas oublier le passé. Des thèmes universels qui résonnent en chacun de nous, et qui expliquent sans doute le succès phénoménal de ce roman. Tout à fait. Ça est bien plus qu'un simple roman d'horreur. C'est une œuvre profonde, complexe, qui nous invite à réfléchir sur la nature humaine, sur nos peurs, sur nos espoirs. Et pour conclure cette plongée dans l'univers de Stephen King, on vous laisse avec une question. Pensez-vous qu'il viendra de Derry Law et du Club des Ratés? Dans le futur, ça est-il vraiment vaincu? Ou peut-il ressurgir à tout moment? C'est une question qui reste ouverte et qui nous invite à rester vigilants, à ne jamais baisser notre garde face au mal, car le mal est toujours tapi dans l'ombre, prêt à ressurgir, dès que l'on s'y attend le moins. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration terrifiante et fascinante de ça. On espère que ce voyage au cœur de l'horreur vous a donné envie de relire ce chef-d'œuvre de Stephen King. À bientôt pour une nouvelle plongée dans un univers littéraire captivant, oui en mâché,